Donc, qu'est-ce qui caractérise une maison ancienne? Donc, tout d'abord, on a une date qui est très officielle, donc, qui est la date de 1948, qui détermine le passage du patrimoine ancien bâti au bâti moderne. Donc c'est une date qui reste quand même très, comme vous pouvez le voir, très arbitraire, parce qu'il y avait des bâtiments qui étaient déjà construits en béton avant, et un petit peu de bâtiments type ancien après, même si les tendances sont beaucoup plus importantes après 1948. Donc ce qui est important sur le bâtiment ancien, c'est donc que ce soit avant 1948, mais aussi d'essayer de connaître le type de construction de son bâtiment. Ce qu'il faut retenir également, c'est que les bâtiments anciens avaient des performances qui étaient meilleures que les bâtiments de la période de 1948 à 1975. Mais il faut tout de même envisager donc, des travaux d'amélioration thermique. Donc, avec quoi sont construits les bâtiments anciens? Donc, en général, on trouve 4 matériaux principaux sur la construction ancienne, qui peuvent se décliner en plein de matériaux différents, mais on retrouve essentiellement 4 matériaux: le bois, la chaux qui est un liant hydraulique. C'est quelque chose que avec laquelle, si on met de l'eau avec, ça permet de faire une colle et de tenir 2 matériaux entre eux. La pierre et la terre, qui est également un liant hydraulique, mais qui peut être utilisé également en mur plein, par exemple, comme ici. Donc ça, c'est les principaux matériaux de construction de maisons anciennes. Ensuite, sur une maison ancienne, on va retrouver également des types de maisons, donc qui vont assez se ressembler par territoire. Et en général, les maisons anciennes sont construites de façon bioclimatique, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte l'environnement qu'il y a autour pour en tirer les meilleures caractéristiques. C'est-à-dire qu'on va souvent avoir des ouvertures au sud pour avoir un apport d'énergie solaire et que la façade se réchauffe en hiver assez facilement. Et au nord, on va avoir des appentis donc, qui vont servir de zones qui vont être un peu plus tièdes, moins froides, ou des zones, par exemple, où on va avoir des garages ou des poulaillers ou des choses des lieux de stockage, par exemple, pour avoir moins de déperdition au nord. Et également, on va avoir une végétation qui est un peu plus haute en général et plus persistante, donc qui ne perd pas ses feuilles. La maison ancienne est également caractérisée souvent par des murs, et ces murs-là, en fait, n'ont pas de rupture de capillarité. La capillarité, en fait, c'est une maison, c'est l'eau du sol qui va remonter dans vos murs. Donc si aujourd'hui on arrive à construire des maisons où l'eau ne remonte pas, mais sur le cycle naturel des maisons anciennes, l'eau va remonter dans les murs et ressortir par l'extérieur et par l'intérieur. Donc c'est des murs qui vont avoir des caractéristiques, on va dire, presque vivantes. Les vitrages également vont être différents. On va souvent avoir des vitrages en simple vitrage, ce qui va en fait nous faire un ressenti assez froid, puisque le vitrage, vous êtes directement en contact avec l'air, le vitrage est directement en contact avec l'air extérieur. Donc vous allez avoir, si jamais vous touchez le vitrage, il va vous paraître très très froid. Par exemple, s'il fait moins 5 degrés dehors, on va avoir un vitrage qui sera à 2 degrés, ce qui va créer une sensation d'inconfort potentiellement d'inconfort dans votre maison. On reviendra sur cette diapo après pour le vitrage. Parce que là, je vous dresse juste un aperçu en fait d'une maison ancienne. Enfin, donc on a également sur les maisons anciennes, donc on avait tout d'abord donc des matériaux, 4 matériaux principaux, des murs où l'humidité, l'eau peut remonter, et des vitrages en simple vitrage. On va également avoir donc des cheminées à foyer ouvertes en général qui ont été de base dimensionnées pour la maison, donc qui fonctionnaient bien à l'époque, mais avec les modifications qui ont été réalisées, il y a de potentielles baisses d'efficacité dans votre maison. Ce qu'on retrouve souvent sur les maisons qui ont été
modifier, c'est que votre cheminée va tirer trop d'air et le faire ressortir. Et du coup, vous allez avoir un mauvais rendement parce que l'air de votre maison elle va être trop aspirée par le feu et toute la chaleur de votre feu va ressortir par le conduit de cheminée en aspirant la chaleur de votre maison. La sensation de chaleur, en fait, on la ressent surtout par le rayonnement du feu sur les foyers ouverts. Donc, il faut faire attention. Les foyers ouverts peuvent être une mauvaise solution si la maison a été grandement transformée. Et enfin, donc, on a également des matériaux. Donc, comme je vous disais, vous avez vu, les maisons anciennes, elles sont très spécifiques, elles ont des caractéristiques qui leur sont propres, même si elles sont très diverses entre elles. Mais il y a des matériaux qui vont très mal accepter d'être utilisés sur les maisons anciennes, notamment dû à cette humidité qui remonte dans les murs et qui est nécessaire pour la vie du mur. Donc on va éviter tous les matériaux qui vont empêcher cette vapeur d'eau de sortir à l'air libre. Et ces matériaux-là, on va souvent retrouver 3 matériaux principaux avec tous les isolants issus du pétrole parce qu'ils sont totalement étanches à la vapeur d'eau. Les laines minérales parce qu'elles gèrent mal la vapeur d'eau. En fait, elles ont une mauvaise capacité, elles n'ont pas de capacité de séchage. Si l'eau vient dedans, la laine de verre, par exemple, laine de roche ou autre, va avoir du mal à sécher. Donc, c'est une des problématiques. Et le ciment, contrairement aux autres liants, comme la chaux, la terre, le plâtre, ils vont avoir, c'est quelque chose qui est très étanche. Donc, la vapeur d'eau ne va pas pouvoir traverser au travers. C'est pour ça qu'on va essayer d'éviter ces trois familles de matériaux-là. Et en ordre général, si on vous dit qu'un matériau est, pour votre maison ancienne, si on vous dit qu'un matériau est très étanche à la vapeur d'eau, il vaut mieux l'éviter. Mais alors, comment on va faire pour rénover une maison ancienne? Il existe des solutions anciennes aux problèmes actuels. Donc déjà, on va voir pourquoi isoler son logement. Donc déjà, on cherche à isoler le logement parce que le budget énergie de la famille, c'est déjà un budget conséquent et l'énergie du logement correspond à 52% du budget du ménage. Le reste étant généralement le budget transport, donc énergie pour la voiture notamment, train, etc. Le chauffage, dans ces 52%, représente une majeure partie en fait des dépenses du ménage. Donc ces 59%, c'est un chiffre qui a tendance à réduire parce qu'aujourd'hui on fait pas mal de rénovation énergétique, donc ce chiffre-là réduit. Mais il y a un chiffre auquel il faudra faire attention à l'avenir, c'est les 21% d'électricité spécifique qui lui a tendance à augmenter. L'électricité spécifique, ça va être tout ce qui est branchement. Là, aujourd'hui, j'en utilise pas mal en faisant ce webinaire, c'est-à-dire mon ordinateur utilise de l'électricité spécifique, vos téléphones, voilà, c'est tout ce qui, le petit électroménager, tout ce qui va se brancher à une prise et consomme en général de l'électricité spécifique. Et c'est une consommation qui augmente, donc il y a un point d'intention à mettre sur l'électricité spécifique, mais on voit que la majeure partie des économies peut être faite sur le chauffage. Alors, il existe une démarche pour atteindre la meilleure rénovation énergétique possible qui s'appelle la démarche Négawatt. Donc, la démarche Négawatt, c'est aujourd'hui, on est ici, on est ce petit point-là, point marron. Là, c'est notre tendance. Donc, on est sur une tendance d'augmentation des consommations d'énergie. Et l'objectif, c'est négawatts, c'est de les réduire. Donc, comment on arrive à les réduire? Donc, c'est dans un premier temps en faisant de la sobriété. La sobriété, c'est réduire ses factures sans faire de travaux. Donc, c'est souvent, par exemple, avec notre défi énergie, c'est ce que les particuliers font. C'est-à-dire, par exemple, baisser sa consigne de chauffage. Voilà, il y a plein de techniques que je vais détailler après. Donc, sans travaux, réduire sa consommation. Ensuite, une fois qu'on a bien réduit sa consommation sans travaux, on va pouvoir passer à l'efficacité. L'efficacité, ça va être isoler son logement, donc le rendre plus performant. Et enfin, une fois qu'on aura bien isolé son logement, on va pouvoir penser aux énergies renouvelables. Donc c'est là où on va repenser donc à notre système de chauffage ou à installer de l'énergie renouvelable pour
produire de l'électricité, par exemple, ou de la chaleur. Voilà, il faut conserver cette démarche-là, sobriété, efficacité, renouvelable, pour avoir une démarche qui se suive bien. Parce que, imaginons, si vous changez d'abord votre système de chauffage avant de faire tout le reste, vous pourriez avoir un système de chauffage moins puissant, par exemple. Alors, comment faire de la sobriété? Voici quelques exemples. Donc, par exemple, notamment en choisissant des lampes à LED pour baisser les consommations. Donc là, vous, par exemple, là, si vous changez vos lampes LED, vous pouvez économiser pas mal d'énergie. Par exemple, également baisser la consigne de chauffage. Donc, si on baisse d'1 degré sa consigne, imaginons aujourd'hui vous êtes à 20 degrés dans votre logement, vous baissez d'1 degré. Vous vérifiez si ça vous correspond également au niveau du ressenti. Et vous aurez fait, pour ce degré en moins, vous aurez fait 7% d'économie de chauffage. Et il est également intéressant d'avoir des prises, des multiprises avec interrupteur pour éteindre les veilles simultanément. Comme ça, vous n'avez que des îlots pour pouvoir éteindre vos veilles de façon globale. Et vous pouvez faire également des économies d'énergie qui sont estimées à 10%. Donc ensuite, l'efficacité. Donc pour isoler son logement, donc c'est la seconde étape. Alors les maisons anciennes, attention, elles sont toutes différentes. Là, je vous montre un exemple d'une maison ancienne particulière. Mais il faut se dire que votre maison ancienne, elle va potentiellement être différente de celle-ci, suivant les travaux qu'elle a eus, mais également suivant sa conception. Donc là, sur ce cas-là, on était sur une maison ancienne en simple vitrage. Du coup, les fenêtres étaient la première source de déperdition. La toiture était un petit peu isolée grâce au mode constructif. Donc ensuite, on avait les murs qui étaient la plus grande source de déperdition, puis la toiture et le plancher bas. Alors attention, la ventilation n'est pas une source de déperdition en elle-même, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour le bien-être de votre maison. C'est-à-dire que si votre maison est totalement étanche et sans ventilation à l'intérieur pour renouveler l'air, vous allez avoir une mauvaise circulation d'air et des problèmes sanitaires après, par exemple avec des moisissures ou des maladies qui peuvent se déclencher. Donc, la ventilation, c'est quelque chose qui va être important. Donc, pour atteindre une bonne efficacité, il va falloir choisir son isolant. Donc, l'efficacité, c'est isoler. Donc, pour choisir son isolant, comment on va choisir un isolant? Il existe de nombreux critères. Chacun va être différent. Donc, on aura notamment des critères de performance, des critères de flux de vapeur d'eau, notamment pour les maisons anciennes, qu'il faut qu'ils gèrent la vapeur d'eau, des aspects sociaux et environnementaux. Par exemple, il y a Emmaüs qui fait le relais, via le relais qui fait le Métis, qui est un isolant textile recyclé. Donc là, on a par exemple un isolant qui a un fort impact social et des aspects environnementaux sur différents matériaux. Donc la première caractéristique pour différencier deux isolants, ça va être la résistance thermique. Et donc j'ai un petit jeu pour vous sur la résistance thermique. Donc on a 3 matériaux identiques, mais on a 3 épaisseurs différentes. Alors à votre avis, dans ces 3 matériaux-là, quel va être le meilleur isolant? Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc est-ce que ce sera le plus petit, le moyen ou le plus épais? Alors, sans problème, je pense que vous avez tous trouvé la réponse. Ça va être le plus épais. Plus on va mettre d'épaisseur sur un même isolant, donc c'est important, monsieur Jolivet, vu que là, c'est le même isolant, là, l'épaisseur, c'est l'épaisseur qui va rentrer en compte. Donc là, le plus épais sur le même isolant, eh ben, ça sera le plus performant en termes de résistance thermique. Par contre, si on a 3 isolants différents avec des épaisseurs différentes, à votre avis, quel va être le plus isolant? Donc là, on a un isolant bleu qui est d'une épaisseur moyenne, une forte épaisseur d'isolant jaune et une épaisseur très faible d'isolant vert.
Je vous laisse réfléchir juste quelques secondes également. Et donc là, on va vraiment avoir du mal à savoir quel est l'isolant qui est le plus quelle est la solution isolante qui sera la plus performante. Donc on va voir pourquoi qu'est-ce qui va nous permettre de choisir en fait entre ces trois isolants-là. Et ce qui va nous permettre de choisir entre ces trois isolants-là, ça va être la résistance thermique. Donc, la résistance thermique, c'est à quel point votre maison est isolée en hiver, c'est-à-dire à quel point votre chaleur n'arrive pas à sortir de votre maison. Plus la résistance thermique va être élevée, plus votre isolant va être performant. Donc, la résistance thermique, donc pour ceux qui aiment les mathématiques, c'est l'épaisseur sur le lambda. Et je vais vous expliquer, pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques, pour vous expliquer les deux caractéristiques importantes de la résistance thermique. Donc la caractéristique importante en priorité, ça va être le lambda. Donc c'est ce petit signe-là qui est ici. Donc c'est un petit chiffre qui est généralement compris entre 0,040 et 0,020. Plus il sera petit, plus votre isolant sera performant. Et moins, en fait, donc plus il sera petit, plus il sera performant. Et après, donc vous avez l'épaisseur qui va rentrer en jeu. Donc l'épaisseur, ça va être l'épaisseur d'isolant que vous allez poser. Et en gros, si plus votre lambda sera petit, donc par exemple, imaginons 0,020, moins votre épaisseur à mettre sera importante pour atteindre la même résistance thermique. C'est-à-dire que, et inversement, si votre lambda est à 0,038, vous allez devoir mettre un peu plus d'épaisseur pour atteindre la même résistance thermique. Par contre, si deux résistances thermiques sont égales, et ben vous avez la même performance au regard de la résistance thermique, c'est-à-dire le confort d'hiver, la chaleur qui ne sort pas de votre maison. Et notamment, pour les aides financières, vous avez des critères donc, qui montrent bien que la toiture, c'est l'endroit où on doit le mettre le plus d'isolant. Donc, maintenant qu'on a vu le confort d'hiver, on va voir le confort d'été. Donc, le confort d'été, c'est pour garder une maison fraîche en été. Et ce qui va être important, c'est d'éviter que la chaleur extérieure rentre dans votre maison. C'est donc par inertie. Ce temps-là, en fait, que met votre chaleur à rentrer à l'intérieur, ça va être le déphasage. Il se compte en heures. Donc, plus votre déphasage sera long, plus vous aurez une bonne isolation. Par exemple, la laine de verre. Donc, comment on calcule le déphasage? C'est plus votre matériau sera lourd. En règle générale, je simplifie quand même pas mal. Plus votre matériau sera lourd, plus il sera dense, plus votre déphasage sera important. Par exemple, la laine de verre, pour les comptes, qui est un matériau qui est très léger, on va avoir un déphasage autour de 4 heures. La boîte de cellulose, qui est un matériau un peu plus lourd, on va avoir un déphasage autour de 8 heures. Et la fibre de bois, qui est un matériau encore plus lourd, on va avoir un déphasage autour de 12 à 14 heures. Donc voilà, en fait, suivant les matériaux et suivant leur poids, on va avoir plus ou moins de déphasage. Plus le déphasage sera important, plus votre confort d'été sera important. Maintenant qu'on sait comment avoir un bon confort d'hiver, qu'on sait comment avoir un bon confort d'été, il y a quelque chose qui va être important pour que le matériau dure longtemps, pour que l'isolant dure longtemps, ça va être l'étanchéité à la vapeur d'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au quotidien, on émet de la vapeur d'eau en permanence. Là, quand je parle, quand je respire, ça émet des gouttelettes d'eau. Quand on étend le linge, quand on cuisine, quand on se lave, etc., on émet de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau-là, elle va toujours chercher à sortir, généralement chercher à sortir. Ce qu'il faut, du coup, c'est éviter que cette vapeur d'eau condense dans l'isolant. Parce que l'isolant n'aime pas, la plupart des isolants n'aiment pas avoir des gouttelettes de vapeur d'eau, des gouttelettes d'eau liquide à l'intérieur d'eux.
ça va dégrader leur performance. Ils seront beaucoup moins performants. Donc, on va rechercher à éviter en fait que la vapeur d'eau se retrouve dans l'isolant et qu'elle condense. Et pour cela, on va utiliser des membranes d'étanchéité à la vapeur d'eau. Donc, ils s'appellent des pare-vapeurs ou des freins-vapeurs. C'est ce qui va permettre en fait que la vapeur d'eau ne passe plus par l'isolant, mais soit évacuée par la ventilation. Et que cette vapeur d'eau-là ne condense du coup pas dans vos murs pour que votre isolant dure le plus longtemps possible. Donc là, c'était pour la partie isolation. Ensuite, vous avez également, comme vous avez vu, vous avez les vitrages qui vont avoir une caractéristique importante pour les maisons anciennes. Donc pour les maisons anciennes, il existe plusieurs caractéristiques. Donc la première caractéristique pour connaître si son vitrage est performant, ça va être le UW. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la résistance thermique, c'est plus ce sera élevé, plus ce sera performant, alors que le UW, c'est l'inverse. Plus ce sera faible, plus votre vitrage sera performant. Et ça correspond à l'isolation thermique de votre fenêtre, c'est-à-dire plus le UW sera faible, plus vous serez bien isolé de l'air extérieur pour l'hiver. Ensuite, donc ça c'est la première caractéristique de vitrage. La deuxième caractéristique de vitrage, ce sera le SW, donc qui permet les apports solaires. Donc plus il sera élevé, il est compris entre 0 et 1, plus il sera élevé, plus votre vitrage sera lorsque le soleil arrivera sur votre vitrage, plus votre vitrage vous apportera de la chaleur. Et enfin, TLW. Donc TLW, c'est la quantité de lumière qui passe à travers votre fenêtre. Plus vous aurez de vitrage, donc moins la lumière passera. Le simple vitrage laisse passer beaucoup de lumière, le double vitrage un peu moins, le triple vitrage encore moins. Pour les maisons anciennes, il existe également des solutions à double fenêtre, c'est-à-dire qu'on a une fenêtre côté extérieur, une fenêtre côté intérieur, pour gagner également un peu en performance énergétique, sans avoir à trop changer le bâti. Alors, pourquoi souvent, même dans les maisons qui ne sont pas anciennes, on change les vitrages en priorité? Et ben, c'est souvent lié en fait à la température ressentie. Donc cette température ressentie, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc mon simple vitrage, quand je le touche, il est à 2 degrés, donc il est vraiment très très froid. Ce qui fait que il rayonne une température assez fraîche dans la maison. Et nous, quand on est dans une pièce, ce que l'on ressent, c'est la température, essentiellement la température des surfaces et également un peu la température de l'air. Mais si par exemple vous êtes dans une pièce entourée de carrelage, vous allez avoir une sensation de froid. Alors que si vous êtes dans une pièce totalement en bois, vous aurez une sensation un peu plus chaude. Ben, on a cet effet-là avec les vitrages, où quand on a du simple vitrage, la température est à 2 degrés. Et quand on est... ah mince, très bien, c'est noté. Donc c'est noté. Je vais essayer qu'on n'entende plus trop. Ça devrait être un petit peu mieux. Donc les simples vitrages, donc, il va être très froid. Le double vitrage, en fait, va être un peu plus chaud. Il sera par exemple à 16 degrés, ce qui fera que vous avez une température ressentie de la pièce qui sera meilleure. Et vous aurez une meilleure sensation de confort. C'est pour ça que souvent, le vitrage est associé au confort, même s'il ne permet pas toujours de faire le plus d'économie d'énergie. Donc, au niveau de la toiture, donc, au niveau des isolations, donc, on change le vitrage. Ensuite, on va isoler son logement. Donc, souvent, le premier travaux qui va être réalisé, ça va être la toiture.
Alors, j'attire votre attention sur les combles. Souvent, les maisons anciennes qui ont des combles qui ne sont pas aménagés, c'est qu'elles avaient un objectif avant d'espace tampon, c'est-à-dire euh, un espace qui servait en fait de zone de passage entre l'air extérieur et l'air intérieur, qui était toujours un peu plus chaud en été et un peu plus froid en hiver, un peu plus chaud en hiver et un peu plus froid en été, ce qui permettait en fait d'avoir un meilleur confort global dans votre maison. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours intéressant d'aménager des combles sur une maison ancienne. Et donc, si vous ne souhaitez pas aménager vos combles, voilà les solutions en fait pour l'isoler. Donc, on va mettre un pare-vapeur ici donc pour l'étanchéité à la vapeur d'eau, pour pas que la vapeur d'eau condense dans votre isolant. Et on va mettre de l'isolant sous forme de rouleau ou de vrac. Donc là, il y a les deux possibilités. C'est en général l'artisan qui tranche. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'isolation sous forme de vrac, mais c'est vraiment, ça va dépendre des techniques et des souhaits de chacun. Il faudra vraiment faire attention à la réalisation. Dans tous les cas, je vous invite, lorsque vous faites des devis, à nous les renvoyer pour qu'on puisse jeter un coup d'œil et vous donner des conseils plus particuliers sur la rénovation. Par contre, si vous avez déjà vos combles d'aménager, il va être important en fait d'isoler vos combles également sur cette zone-là, toujours en gardant donc le pare-vapeur du côté intérieur, mais cette fois l'isolant sera mis, en général il sera en laine, donc un panneau un peu plus rigide pour avoir une meilleure tenue, et sera mis donc directement sous vos tuiles. Là, il est important souvent d'avoir une membrane qui empêche l'isolant de toucher les tuiles pour éviter des points de condensation plus problématiques. Mais voilà, dans la globalité, les deux options que vous avez pour l'isolation de la toiture. Pour les murs, donc là, vous avez beaucoup plus d'options, surtout sur les maisons anciennes. Mais ce qui va être important, c'est que l'isolant doit être capable de gérer la migration de la vapeur d'eau. Et c'est pour ça qu'il est recommandé sur les maisons anciennes d'utiliser des isolants biosourcés, qui eux ont la capacité de gérer la vapeur d'eau. Et en isolant biosourcé, on a par exemple la fibre de bois, la ouate de cellulose ou la paille. Il y en a bien d'autres évidemment, mais voilà, eux, ils ont au moins une capacité de gestion de la vapeur d'eau qui est intéressante pour le bâtiment ancien. Pour les murs, donc vous avez toujours la possibilité d'isoler par l'intérieur. Donc l'isolation par l'intérieur, donc comme on a vu tout à l'heure, le pare-vapeur, une zone technique pour éviter de le perforer. En fait, c'est juste laisser un espace entre le pare-vapeur et votre finition intérieure pour que vous ayez, pour que si jamais vous faites des travaux, vous ne veniez pas à percer le pare-vapeur en perforant votre plaque au plâtre. Donc cet espace va être important. Et après, donc, il y a différents systèmes de fixation et souvent, là aussi, on va utiliser de l'isolant en laine. Mais attention, donc vous aurez quand même des ponts thermiques à ces endroits-là qui peuvent être problématiques sur les maisons anciennes, notamment pour des problèmes d'humidité et de développement de moisissures sur ces zones. C'est pour ça que toujours sur la rénovation des bâtiments anciens, il existe donc des enduits correcteurs thermiques qui, eux, donc si vous avez des murs qui sont assez épais, notamment des murs en pierre, eux peuvent être intéressants. Ces enduits donc, qui permettent de supprimer les courants d'air liés, d'améliorer l'étanchéité à l'air de votre maison, de conserver le flux de vapeur d'eau que vous avez dans votre logement, de corriger le ressenti. Donc en fait, vous aurez une pièce qui sera plus confortable globalement et d'améliorer la réverbération de la pièce, d'améliorer l'acoustique de la pièce. Donc pour faire des enduits correcteurs thermiques, en général, ça va être des enduits avec une charge de chaux, de terre ou de plâtre, un liant hydraulique, mais qui n'est pas du ciment, avec une charge végétale. Donc par exemple ici, c'est du chaux chanvre, donc c'est de la chaux
et du chanvre qui sont mélangés pour faire un enduit correcteur thermique. Et donc, on peut mettre une bonne épaisseur, donc 6 à 8 cm d'enduit correcteur thermique, et après un enduit de finition. Donc, c'est une solution qui isolera moins qu'une isolation thermique par l'intérieur, mais qui vous permettra de gagner fortement en confort, tout en évitant les problèmes de pont thermique aussi importants sur votre plancher. Donc voilà, là c'est une coupe d'un mur enduit en chaux-chanvre avec l'enduit de corps, donc où il y a le plus gros calibre, et l'enduit de finition ici, et votre mur là. Donc ensuite, il y a également, j'en ai pas parlé, mais je vais quand même vous dire deux, trois petits mots. Il y a également des possibilités d'isolation thermique par l'extérieur, mais vu qu'on est sur des bâtiments anciens, il faut vraiment faire attention donc, à ces solutions-là et être accompagné soit par un architecte, par Maison Paysanne de France ou par le CAUE 78. Donc, parce que là, vous allez toucher très fortement au patrimoine et à l'aspect de votre bâtiment ancien. Donc là, il faut vraiment faire très attention si jamais vous partez sur une isolation thermique par l'extérieur. Et enfin, donc, on a la cheminée à foyer fermé, donc en fin de rénovation. Donc là, qui, elle, va permettre de diffuser l'air chaud sans le prendre à l'intérieur de votre maison. Donc en fait, c'est comme un radiateur, l'air va venir se réchauffer, l'air de votre maison va venir se réchauffer auprès du feu et sera réparti dans la pièce. La prise d'air sera faite à l'extérieur pour permettre que ce soit l'air extérieur qui alimente le feu et pas l'air de votre maison. Du coup, la ressentie de chaleur là, sera faite par le rayonnement et par la convection de l'air. Ensuite, donc ça, c'est à réfléchir. Donc là, après le système de chauffage, mais il y a le renouvellement de l'air. Ça, c'est à réfléchir sur la globalité du projet. C'est important. Lorsque vous allez isoler, lorsque vous allez faire des travaux sur votre logement va être beaucoup plus étanche à l'air. Et donc, il va falloir réfléchir à comment le ventiler. Où est-ce qu'il est ventilé? Ou est-ce que cela va suffire? Parce que sinon, vous risquez d'avoir des problèmes d'humidité, de buée, de moisissure, de peinture écaillée. Donc, il existe différentes solutions. Donc, une VMC, notamment la plus connue, donc, qui est la ventilation mécanique contrôlée, où il y a des prises d'air dans les pièces humides, la cuisine, la salle de bain, les toilettes, buanderie également. Et donc, l'extraction de l'air dans ces pièces-là et les entrées d'air qui se font dans les pièces de vie, salon, chambre, etc. Donc pour avoir une ventilation globale de votre maison. Et tout est extrait donc, dans les pièces humides. Donc ça, c'est une solution qui est assez invasive. Souvent dans les maisons anciennes, ça peut être compliqué de les installer. Il existe aussi des solutions de ventilation mécanique répartie, où là, vous perforez votre mur et l'extraction de l'air se fait depuis votre pièce humide vers l'extérieur en passant par le mur, sans avoir à remonter, par exemple, comme ici, en toiture. Donc là, c'est deux solutions qui vous permettent en fait d'avoir une bonne ventilation dans chacun dans différentes situations par rapport à votre logement. Donc voilà pour l'ensemble des aspects techniques. J'espère que vous avez bien retenu les caractéristiques principales. Maintenant, je vais aborder assez rapidement les aides financières. Donc au niveau des aides financières, ça va être très global, mais dans l'idée, c'est que vous puissiez nous rappeler et après on fera des conseils plus particuliers auprès de vous au téléphone ou sur rendez-vous. Je vais vous expliquer le principe des aides financières. Donc, les aides financières, dans un premier temps, en fait, il y a des critères d'éligibilité pour obtenir les aides financières. Donc, ça doit être des travaux de rénovation énergétique. Donc, quasiment l'ensemble des travaux dont j'ai parlé dans ce webinaire-là sont des travaux de rénovation énergétique, sauf les enduits correcteurs thermiques
et la ventilation simple flux ou VMC répartie, qui ne rentrent pas dans ces critères-là. Ça doit être des bâtiments résidentiels de plus de 2 ans, et pour habiter mieux, sérénité, de plus de 15 ans. Donc ça, c'est un programme qui est à part, je vais vous le détailler après. Il faut que l'entreprise soit reconnue garante de l'environnement, donc c'est RGE, et que leur certificat RGE soit en cours de validité, et que les travaux respectent les critères techniques. Je vais vous expliquer les différents critères techniques un peu plus tard. Donc sur ces critères d'éligibilité-là, vous avez des catégories de ménages. En fait, le ménage aux revenus très modestes, revenus intermédiaires et revenus supérieurs, qui sont représentés par des couleurs pour MaPrimeRénov'. L'ensemble des ménages peuvent demander MaPrimeRénov' et auront des paliers différents d'aide financière. Les ménages les plus modestes peuvent avoir accès au programme ANA, donc notamment Habiter mieux, qui sont des aides un peu plus intéressantes. Et les revenus intermédiaires et supérieurs peuvent encore avoir au CITE s'ils ont fait les travaux en 2020 et à des solutions donc toujours de certificat d'économie d'énergie et de MaPrimeRénov'. On va regarder un peu plus le détail de ces aides-là. Donc on va avoir des aides d'État. Donc les aides d'État, ça va être MaPrimeRénov', Habiter mieux sérénité en partie et la TVA à 5,5%. Donc si vous respectez les critères de la rénovation énergétique, vous aurez pour les travaux de rénovation énergétique une TVA à 5,5%. C'est les travaux qui correspondent aux critères. Ça, c'est les aides de l'État. Ensuite, vous avez les aides des fournisseurs d'énergie qui sont obligés par l'État à vous donner des aides financières. Ces aides financières-là rentrent dans un quota qu'ils doivent donner. S'ils n'atteignent pas leur quota, ils ont une amende. Ce qui fait qu'en fait, ces aides-là sont très variables et fluctuantes dans le temps. Donc, vous avez notamment donc, les certificats d'économie d'énergie classiques, les coups de pouce, par exemple pour le chauffage et l'isolation des combles et du plancher bas. Le plancher bas, ça va être le plafond de votre cave notamment. Et voilà, et des dérivés. Donc il y a le fonds Airbois en France si vous êtes au chauffage principal au bois notamment. Et Habiter mieux sérénité, qui elle est une aide réservée aux ménages modestes, qui est en partie financée par l'État, en partie financée par les fournisseurs d'énergie. Et enfin, l'aide des banques, donc avec l'éco-prêt à taux zéro. C'est un éco-prêt où vous ne payez pas le coût du prêt, mais vous payez quand même les frais de dossier et les frais d'assurance. Ce qui est important de retenir, c'est quand vous avez une aide de l'État pour MaPrimeRénov' et Habiter mieux sérénité, elles ne sont pas cumulables entre elles. Quand vous avez une aide des fournisseurs d'énergie, elles ne sont pas cumulables entre elles également. La TVA est cumulable avec toutes les aides. Donc, au niveau des critères de la rénovation énergétique, donc vous voyez, il y a beaucoup de critères. C'est pour ça que je vous invite à nous appeler. Donc là, vous avez notre mail et notre numéro de téléphone si vous souhaitez nous joindre. Donc, en général, on est ouvert en semaine. Et là, c'est occasionnel. En général, tous les 3 mois, on est ouvert le week-end, mais pour des journées comme aujourd'hui. Donc voilà, vous avez donc des critères de performance, notamment sur la résistance thermique, les murs en façade. Et justement, c'est pour ça que les enduits chaud-chanvre ne rentrent pas dans les aides financières. C'est parce qu'on ne peut pas atteindre avec un enduit chaud-chanvre une résistance thermique de 3,7. Mais ça permet d'améliorer le confort de votre maison quand même. Donc voilà, le critère des aides financières. Et enfin, donc, un dernier récapitulatif des aides financières. Donc vous avez, donc, comme je vous disais, les aides qui ne sont pas cumulables entre elles tout à l'heure sur le tableau d'avant. Mais ce qui va être important, c'est que au niveau de MaPrimeRénov', sur celle-ci, donc c'est sur cette ligne-là, vous avez en fait les aides de MaPrimeRénov' sont cumulables avec d'autres aides, mais ils vont vous aurez un plafond maximum d'aide financière qui s'appelle un écrêtement, c'est-à-dire que pour les ménages les plus modestes, vous allez pouvoir avoir, dans le meilleur des cas, 90% d'aide financière. Si jamais vous dépassez, vous aurez
une réduction de MaPrimeRénov' pour atteindre ces 90% d'aide financière-là. Et donc, c'est pour ça que la plupart des offres d'isolation à 1 euro et de travaux à 1 euro n'est plus trop possible aujourd'hui, à part pour les combles perdus. Donc, les combles où vous isolez juste le plafond sans isoler sous les tuiles. Là, c'est encore possible. Il faut toujours être vigilant sur les travaux à 1 euro. Il y a potentiellement des arnaques. Il faut vraiment suivre le chantier. Et donc voilà. Donc vous avez un plafond. Donc les modestes, les très modestes, c'est à 90%, les très modestes à 75%, les ménages intermédiaires à 60% et les ménages aux revenus supérieurs 40% d'aide financière par rapport aux dépenses éligibles du devis. Donc j'espère que le webinaire vous aura plu et que vous avez bien retenu les différentes caractéristiques des maisons anciennes, de la rénovation énergétique sur les maisons anciennes et les aides financières. N'hésitez pas à nous recontacter. Je vais maintenant laisser la main à Maison Paysanne de France qui pourra vous expliquer un peu leur parcours et leurs activités sur la rénovation. Bonjour à tous, est-ce que... oui. Alors, je vous entends. Oui. Donc, je vous entends bien. Normalement, vous pouvez Oui. partager votre écran. D'accord. Je vais faire le partage. Voilà. Et les diapos. Voilà, voilà. Bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente, Catherine Dussautois. Je suis la coprésidente avec Florence Collard de l'association yvelinoise Maison Paysanne des Yvelines. Nous sommes un petit fragment départemental des Maisons Paysannes de France. Vieille association nationale créée il y a maintenant plus de 50 ans. Voilà, donc c'est une association simple de amoureux en fait, de paysages de toutes sortes et de manières de faire anciennes et tout. Quel est notre rôle? Vous allez voir pourquoi notre partenariat avec les énergies solidaires et que même si cette diaporama va être un peu ludique, un peu différent, beaucoup moins technique, vous verrez naturellement le sens et la proximité avec tout ce qui a été dit précédemment. D'ailleurs, je voulais saluer Yann pour cet exposé parce que c'est là où on voit que l'attention sur notre patrimoine ancien justement commence à prendre place et que la jeune génération a vraiment cet œil attentif, vigilant sur ce qui se passe dans les maisons anciennes et qui pourra à terme permettre la préservation de toute la beauté de nos patrimoines, un peu partout. Justement, le patrimoine banal et vernaculaire, c'est-à-dire celui qui n'a pas été conçu pour des grands. C'est pas l'histoire de construire savamment, c'est l'histoire de construire pour bien vivre. Et voilà, notre association, du coup, s'intéresse à tous ces aspects plaisants et intéressants et tout simplement permettant de bien vivre et vivre ensemble, avançant dans le futur et en même temps respectant l'ancien. Donc voilà nos trois vocations. Respecter l'environnement, valoriser le patrimoine, le préserver. Et de ce fait, l'association, comme vous voyez, est une association reconnue d'utilité publique. Et nous, nationalement, encore une fois, dispensons des
des formations et agissant ensemble au sein d'une grande fédération patrimoine et environnement. Je voulais vous présenter d'abord justement le site qui peut vous donner des ressources supplémentaires, hein, tout ce qui a été dit. Le site de l'association nationale. Quand vous arrivez sur ce site-là, vous allez justement voir tous ces petits onglets qui pourront vous orienter vers des bonnes réponses pour bien restaurer votre bâti. En adhérant à l'association, parce que naturellement, je vais vous inviter à adhérer à l'association, et ensuite, je vous montrerai éventuel attrait de cette adhésion. En adhérant à l'association, vous aurez automatiquement l'accès à la revue trimestrielle, hein, qui regroupe toutes les actions sur le territoire français et notamment sur les Yvelines. Hein. Ça peut être intéressant. L'autre partie intéressante sur le site, c'est toute la boutique des éditions, aussi bien des carnets, vous voyez les carnets de maisons paysannes que l'on assemble depuis 50 ans. Donc, il y a tout un corpus de savoir sur ce bâti, très précis, région par région, ou état par état, ou élément par élément, vraiment une très bonne ressource. Et puis, il y a d'autres ouvrages que vous pourriez éventuellement vous procurer sur ce site. Voilà, en revenant à ce qui nous occupe aujourd'hui, et ce que Yann il a déjà détaillé dans son exposé, il a quelque peu profité de notre apport national, c'est-à-dire des fiches à Théba qui ont été produites il y a peu, justement parce que le marché, on va dire, de matériaux a évolué très vite pour les rénovations thermiques. Mais les maisons anciennes ont été longtemps oubliées dans ce processus et du coup, les maisons paysannes avec le CEREMA sous auspice de l'État ont élaboré tout cet ensemble que vous voyez là de fiches, concernant les éléments intéressant la rénovation thermique du bâti ancien. Là, vous voyez une fiche exemple. Hein. J'ai pris la fiche concernant les planchers. Ce sont des éléments qu'on oublie souvent. On parle de murs, on parle de toiture, et on oublie souvent que la maison ancienne, c'est tout un ensemble qui vit, voilà, c'est un organisme qui vit d'une manière cohérente, et il faut toujours penser global et donc ne pas oublier les planchers. Et vous voyez les fiches que vous pouvez consulter et télécharger librement sur le site de Maison Paysanne. Elles vont vous aider à reconnaître la nature de votre bien. Et donc, selon les situations, elles vont vous expliciter les cas précis et les bonnes manières à agir sur ces éléments. Et aussi, vous voyez, il y a toujours des mises en garde. Il y a des choses à éviter. Je ne vais pas rentrer là dans les détails parce que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais sachez que ça existe, c'est très important. C'est pédagogique, donc c'est facile d'accès et vous reconnaîtriez facilement les dispositions qui sont présentes dans votre bien, dans votre bâti. Donc voilà, il faut toujours examiner comme un bon médecin sa maison pour le bien-être
pour le bien-être, ce qui est important, c'est de reconnaître tous les éléments et de trouver les solutions par la suite. Parce que justement, on ne peut pas appliquer toujours la même recette. Chaque maison, comme ça a été déjà dit, est différente. Ses dispositions sont différentes. Donc, ces problématiques, ces désordres seront différents. Et le traitement devrait être vraiment au cas par cas vu et avec vigilance, toujours avec vigilance. C'est pour ça nous sommes partenaires des énergies solidaires, du réseau FAIRE, pour assister ceux qui auraient des questions supplémentaires ou qui voudraient s'assurer de leur bonne connaissance de leur maison. Voilà, là, pour ne pas vous ennuyer plus longtemps, je voulais juste vous montrer nos actions de l'association auxquelles les adhérents sont invités parfois, sur demande, bien sûr, selon leur intérêt. Déjà, notre partenariat avec Énergie Solidaire, vous voyez, au concours de maisons économes, concerne justement la catégorie des maisons anciennes. C'est très important pour des novices de se faire assister justement dans la lecture de devis, parce que dans le devis, parfois, les entreprises vont proposer des matériaux, comme Yann l'a bien expliqué, des matériaux qui ne sont pas compatibles en fait avec le bâti ancien. Et donc cette lecture-là, il vaut mieux qu'elle soit voilà, commune, partagée et vérifiée par aussi bien par le réseau FAIRE que par nous pendant les visites. Voilà ce que nous faisons avec notre association. On fait des formations, justement, on fait des formations ad hoc. Par exemple, là, notre président d'honneur, Bernard Duhem, a souhaité utiliser la laine de chanvre dans ses combles, chez lui, dans sa ferme. Et du coup, l'association, c'est-à-dire les adhérents qui sont intéressés par cette action, assistent oui, à la pose de cette laine en vrac, laine de chanvre, dans le comble de sa ferme très ancienne. Il a une grande ferme yvelinoise dans laquelle voilà, la société Gatti-Chanvre a soufflé la laine de chanvre. Bon, voilà, on ne va pas faire plus de bruit, je ne sais pas. Autrement, chaque année, on a un sujet de prédilection. Une année, 2019, nous avons traité la terre crue dans le bâti ancien. Et après une entrée un peu technique dans le sujet, ici vous voyez notre formateur attitré, il nous a initiés tout simplement à la mise en œuvre de la terre crue et à la reconnaissance des terres. Comment, vous voyez ici les gens, les personnes touchent, essayent, manipulent la terre pour tout simplement comprendre comment reconnaître la terre qu'on a à sa disposition, donc le matériau local qu'on a sous ses pieds, comment utiliser, ensuite comment se servir, comment se servir de tous ces outils simples, hein, somme toute, et accessibles, mais que l'on ne connaît pas habituellement. Donc voilà, pendant une journée,
tout simplement, on se réunit à apprendre à manipuler et à former des éléments. Là, en l'occurrence, la technique, c'est le pisé. Vous voyez même, Madame Duhem tenir un pisoir ancien qu'elle a trouvé dans une brocante. Donc voilà, c'est des outils anciens, mais on peut avoir des outils comme ici à droite, des outils fabriqués aujourd'hui. Voilà, comprendre et même fabriquer son pisé. Qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on fait aussi des visites, des lieux intéressants qui concernent justement la réutilisation des sites ou du bâti ancien. Là, c'est une ancienne ferme qui se situe au PNR, donc le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Dans cette ancienne ferme qui a été rachetée par un opérateur. Et à proximité, vous voyez au fond ici, il y a une église classée, donc dans un site vraiment remarquable, naturel et patrimonial. Nous avons visité une opération exemplaire, car ce que vous voyez au milieu, c'est un bâtiment de logement collectif neuf, construit dans ce site et qui accompagne cette ancienne ferme de manière cohérente et qui est bâti avec des matériaux biosourcés entièrement. Les murs en partie récupérés de l'ancienne ferme sont maçonnés par ailleurs en béton de chanvre. Donc il faut savoir que le chanvre, il peut être aussi bien utilisé dans les éléments beaucoup moins denses d'isolation que dans les éléments de structure, hein, comme tout simplement la maçonnerie. Donc voilà, là, encore une fois, la chaux hydraulique, le mélange qu'il faut, un ingénieur de structure qui a accompagné les architectes, hein, et voilà une opération, encore une fois, exemplaire, très intéressante. Donc nous avons visité ce site avec grand intérêt. Sinon, nous organisons aussi des visites, des expositions qui peuvent intéresser tous les amoureux et adhérents, les amoureux de bonne façon de construire et justement de l'intelligence ancienne et présente qui est toujours liée aux matériaux locaux et aujourd'hui on appelle ça biosourcé. C'est des termes qu'on rentre un peu pour jouer les jeux de développement durable, mais voilà, c'est quand même 10 000 ans que l'humanité construit en biosourcé, puisque tout ça, c'est présent sur notre planète. Regardez ici, c'est un peu à titre d'anecdote. Cette maison-là, voilà, c'est cette maison-là dont vous voyez l'intérieur ici, un élément agrandi, exposé lors de cette exposition Fibra Awards qui a eu lieu au pavillon d'Arsenal il y a 2 ans. Regardez bien ce que c'est l'architecte de cette maison qui habite d'ailleurs à l'intérieur a construit en Norvège sur une île cette maison avec les matériaux qu'il a exploités en le prenant sur cette même île. Donc il y a le bois, il y a la laine de mouton en isolant intérieur, mais en isolant extérieur, regardez bien la toiture et ce mur pignon. Ce système, ce dispositif de filet encore réalisé avec des fibres locales naturelles, et à l'intérieur, ce sont des algues marines qu'il a recueillies, séchées, et en fait, ces algues-là participent
selon les éléments de météorologie, il participe au changement et isolation de toiture et justement de pignons. Quand c'est humide, les algues se gonflent et la pluie ne passe pas. Les algues se gonflent, deviennent humides et voilà. Donc, vous voyez que l'intelligence humaine n'a pas de limite. Et c'est pour ça notre association, comment dire, elle promeut plutôt l'intelligence que le marché de matériaux présent dans chaque zone commerciale. Bon, je ne vais pas développer. Ici aussi, sur cette, Yann parlait de métis, l'isolant conçu aujourd'hui avec le matière tissée et du coup réutilisée en isolation. Cette exposition à Fibra Awards a bien montré la richesse de toutes sortes de fibres présentes dans la nature et dans notre culture aujourd'hui, que l'on peut réutiliser aujourd'hui sans aucune empreinte carbone. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais voilà, en fait, on est tous sur le même front d'écologie, de préservation de la planète, parce qu'en préservant notre environnement proche et en suivant les manières de faire, on va dire, amènes, c'est-à-dire amicales pour notre environnement, on s'en sortira peut-être mieux qu'en allant encore dans le pétrole et autres produits. Voilà, pour vous rappeler tout ce qu'on a dans notre panier de savoir-faire, matière biosourcée, nous disposons de tout ça et on peut toujours y revenir et bâtir moderne, comme on dit, mais avec l'attention au climat, à la planète et à nous-mêmes, à notre propre santé. Voilà, la même chose un peu en image. Je voulais vous montrer par exemple cette maison, c'est une villa d'architecte qui lui, il est le premier aujourd'hui reconnu à réutiliser la technique du pisé, donc de la terre crue pisée, c'est-à-dire serrée comme vous voyez ici. Et il n'y a aucune matière industrielle dans cette, mis à part le verre, si on peut appeler le verre matière industrielle, sachant que quand même quelques mille ans nous séparent déjà de première utilisation du verre. Donc voilà, vous avez une maison en pisé, on a des charpentes et des voûtes en bois. On a ici une opération en Inde d'une architecte européenne qui a conçu cette grande école. Vous voyez l'intérieur ici en terre et vous voyez la charpente en bambou. Ici, nous avons la paille utilisée sur un lotissement en Bretagne. Vous voyez bien qu'on peut faire de l'architecture contemporaine, tournée vers nos envies, vers nos façons de vie moderne et nos attentes, est tout à fait élégante en même temps, confortable
et justement respectueuse, l'architecture respectueuse de l'environnement. Là, c'est une opération en paille. Bon, voilà, on peut vraiment, en réfléchissant, en s'entourant des gens, respectueux de l'environnement et intéressés par tous ces sujets-là, on peut se faire guider et on peut intervenir aussi bien sur de l'ancien que dans le neuf, mais à la manière ancienne. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui, un peu à propos. J'espère que vous voyez quand même le lien avec ce qui a été dit précédemment. Je vous invite encore une fois à consulter notre site et éventuellement de faire appel à nous dans le besoin. Là, vous avez quelques ressources possibles en lecture, hein, et peut-être à bientôt.